Mais la République, proclamée dans le principe comme le moment de l'expression de la souveraineté nationale, fut instaurée au Gabon dans l'ambiguïté d'une indépendance refusée à l'époque par le père fondateur, Léomba Ninko. La République gabonaise ne pouvait pas, dès lors, s'enrichir des principes démocratiques à la lumière des aspirations captées quotidiennement par des dirigeants décentrés sur l'homme comme objet de leurs préoccupations et non concentrés sur leurs intérêts et ceux de leurs promoteurs extérieurs. L'État parti, créé par Albert Bernard Bongo en 1968, suivi de la démocratie multipartite en 1990, sous la houlette de ce même Bongo, ont pris pour repère la pérennité au pouvoir de ces derniers comme garantie des intérêts de l'ex-métropole et autres bailleurs de fonds pour l'aide au développement. Ces deux phases du devenir du Gabon n'ont donc été que des avatars d'une permanence historique issue de l'événement fondateur que j'intitule, pour la clarté du propos, l'accession du Gabon à l'indépendance. Dans ce dernier, le pouvoir d'État a toujours été la pomme de discorde entre les citoyens quant à son caractère et à son exercice. Ceux de tradition dépendantiste ont toujours eu tendance à mettre l'accent sur le statu quo hanté, sous l'influence de leur légitimité reçue de Paris et ou des intérêts multinationaux. De nos jours, ils vivent l'incursion possible du plus grand nombre dans les affaires publiques comme un danger, un risque pays. Les autres, en revanche, ouverts à l'espérance démocratique, voient dans la prise en compte effective des règles universelles de la démocratie non seulement une des modalités nécessaires et incontournables pour placer le peuple au cœur du développement, mais aussi le début du signal donné par les gouvernants afin de garantir de façon volontariste et durable l'unité nationale. Dans la mesure où la dominante dans le gouvernement de la République gabonaise est restée le privilège de la première tendance, il est aisé de concevoir que les inflexions apportées depuis 1990 au fonctionnement des institutions n'aient pas servi à faire plus de place à la majorité des Gabonais. Elles ont plutôt justifié le maintien du Gabon et des Gabonais dans l'irresponsabilité, leur génie de président inamovible, ayant, on ne sait par quelle extraordinaire réponse à tout, depuis Léomba jusqu'à Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui encore, la ligne de partage définie ci-dessus transcende les clivages au sein de la classe politique gabonaise. Plus clairement, l'appartenance à l'opposition n'est pas toujours vérifiée comme la preuve d'une adhésion effective au suffrage universel direct. Être opposant sert de prétexte à la création de terrains de manœuvre. Les chefs de file de ces partiscules y rivalisent d'adresse pour exiger la transparence politique dans la gestion de la chose publique. Ils ne jouent pas moins des coudes pour refuser la même règle dans le fonctionnement de leur propre formation ou pour offrir leurs services à Omar Bongo pour quelques strapontins dans le gouvernement. Pas de doute, la culture politique des Gabonais éduqués à l'école du bongoïsme n'est pas la démocratie, en tout cas pas dans le sens où entendaient les associations et partis politiques réunis en conférence nationale en mars-avril 1990, où le souhait du président, le RSDG, fut mis du reste en minorité. Depuis cette défaite, Omar Bongo n'a eu de cesse de démontrer sa capacité à balayer du revers de la main ce que le plus grand nombre produit de plus utile pour le Gabon. Le multipartisme acquis à la conférence nationale n'aura été pour lui qu'une lubie. Omar Bongo s'est donc mis en ordre de bataille pour vider le multipartisme de sa substance.
Aussi, le monopartisme bongoïste sert-il toujours de repère pour les comportements du pouvoir. Il faut dire qu'Albert Bernard Bongo a été à bonne école. Léomba Minko, dont il est acquis qu'il en fut le mentor, était vraiment fâché et avec l'idée même de l'indépendance du Gabon et avec l'essentiel. La démocratie, la légende de l'image. La mise en scène parisienne qui permit à Albert Bernard Bongo d'accéder à la vice-présidence de la République gabonaise. Le vieux, alors totalement affaibli par la maladie, n'avait pas de choix que de se plier aux injonctions des autorités françaises désireuses de préserver l'intégrité de leur précaré face aux ambitions de la rivale de l'époque, à savoir les USA. L'héritage Mba léonien. L'accession au pouvoir. Depuis novembre 1967, date à laquelle Albert Bernard Bongo accéda au pouvoir à Libreville et à l'initiative des services secrets français, les Gabonais sont nombreux à n'avoir jamais accepté ce fait du prince. Non pas tant par hostilité à l'ex-métropole coloniale. Au Gabon, aucun chef de file ne remet en cause le lien historique avec la France, mais en raison du caractère mystificateur que revêtit l'opération destinée à hisser Albert Bernard Bongo au sommet de l'État. La manœuvre, ô combien grotesque, qui consista en un tripatouillage de la Constitution pour tromper l'opinion nationale et internationale, pourrait être classée parmi les grandes escroqueries politiques du XXe siècle dont l'Afrique demeure le terrain de prédilection. La singerie faite alors de la loi fondamentale des États-Unis d'Amérique était à l'évidence un jeu de passe-passe qu'aucun démocrate ne pouvait accepter. L'avènement de ce compatriote à la magistrature suprême est donc demeuré dans ma mémoire une violation de ma conscience de jeune citoyen. La légende de l'image. Léomba Minko déclarait sa volonté de voir disparaître l'opposition dans les termes suivants. Je crois que l'opposition contrarierait nos desseins. Il faut absolument qu'il y ait un parti unique. Du reste, ça se ressent dans tous les autres États de l'Afrique où actuellement certains ont adopté le régime présidentiel, alors qu'il y a 2 ou 3 ans, c'était le régime parlementaire qui était en vogue. Les dirigeants de l'État néocolonial me croyaient sans possibilité de révolte à cette époque. Je repasse dans ma tête le film de cet événement qui contribua à la formation du caractère actuel de l'exécutif gabonais comme une intolérable atteinte à l'intégrité de la personnalité du Gabon et une insulte à la dignité du peuple gabonais. L'on comprendra que l'extériorisation en soit à peine suffisante pour donner le change à mon indignation. Les Gabonais, mes compatriotes et moi-même, pouvions prétendre à un meilleur traitement. En l'occurrence, le suffrage universel induit par le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Que chacun se le dise une fois pour toutes, Albert Bernard Bongo ne fut pas choisi par les Gabonais, il leur fut imposé. Que mes ancêtres bantophones me le pardonnent si je me permets ici de privilégier mon vécu pour donner vie au récit d'événements dont je me rappelle bien le déroulement. Et chacun sait combien le témoignage est utile pour concourir à la construction de l'histoire. J'étais alors élève au lycée Léomba à Libreville et, à l'instar de tous les internes, habitués du journal télévisé de la toute récente station de radio-télévision gabonaise RTG, que nous regardions au réfectoire après le dîner, je me repasse avec tristesse les images du montage. Laborieux par lequel le vieux, en séjour hospitalier à Paris, reconnaissait en son ami Albert Bernard Bongo, son ancien directeur de cabinet, plusieurs fois déjà ministre cumulard,
son colistier en vue de la présidentielle à venir. La campagne électorale qui suivit cette mascarade ne fut qu'une formalité pour le vice-président pressenti. L'intéressé prit du bon temps pour se faire voir des populations et surtout de faire la frime dans les bars en province, comme Albert Bongo savait le faire, dans son accoutrement de l'époque avec chemisette, pantalon pattes d'éléphant et chaussures à semelles et talons compensés, aux sons et rythmes des groupes gabonais de l'époque, dont Mac Joss. La légende de l'image. Réponse de Léomba Miko à une interview à 5 colonnes à la une. Monsieur le Président, votre mandat de président de la République du Gabon expirait seulement en 1968. Voudriez-vous nous expliquer quelle conjoncture et quelle intention de votre part explique ces élections anticipées du 19 mars? J'ai cru bon de convoquer l'Assemblée nationale, de consulter les membres du gouvernement et leur de demander s'il était possible et s'ils ne voyaient pas d'inconvénient à ce que nous apportons quelques amendements à la Constitution. Ils ont tous été d'accord. Et c'est ainsi que le président de la République sera élu au suffrage universel en même temps que le vice-président de la République qu'il choisira lui-même. Que l'Assemblée nationale aura une durée de 7 ans au lieu de 5. Et il y a lieu de savoir que le Gabon veut faire son petit chemin, que le Gabon veut entrer dans le concert des nations et que le Gabon ne veut plus être appelé comme autrefois la Cendrillon. Pour cela, il faut une certaine continuité, une certaine stabilité. Or, la stabilité et la continuité ne peuvent être obtenues que si ceux qui commencent l'exécution d'un programme, exemple le plan quinquennal, soient les mêmes. L'élévation d'Albert Bernard Bongo à la magistrature suprême fit la joie des fidèles du régime. Promptes à se partager les retombées financières, collectives ou individuelles que laissait espérer l'accession du Gabon à la rente minière. L'expérience l'a prouvé depuis. Il n'avait que faire de la souveraineté du peuple gabonais. Du reste, fidèles à la parole donnée et à la continuité de l'État néocolonial, ils étaient liés par les fameux accords de coopération signés le 17 août 1960 par Léomba en personne, représentant le Gabon, et Michel Debré, Premier ministre du général de Gaulle. Pour les réseaux Focard, dont la recrue gabonaise, Albert Bernard Bongo, avait été témoin privilégié et l'un des traumatisés du coup de force du 18 février 1964, ce fut l'occasion, certes inattendue, mais certainement rêvée, pour activer leur agent à la tête d'une classe politique gabonaise désormais décapitée, sans personnalité forte, hélas. Et pour cause, les plus remarquables de nos compatriotes avaient plus ou moins lamentablement trempé dans le coup d'État et mis aux arrêts, ou avaient pris les chemins de l'exil, aussitôt après le rétablissement de l'ordre néocolonial recherché par l'ex-métropole. De l'autoritarisme baléonien au parti État bongoïste.
l'opération Albert Bongo, mise en œuvre sur le terrain par Maurice Robert, permit à la France gaulliste, en particulier les patriotes du Gabon d'alors, de consolider les intérêts historiques, économiques et stratégiques de la France dans le pays et partant la sous-région, face aux prétentions hégémoniques assidues des États-Unis. Ces derniers avaient été rendus responsables du raidissement de l'opposition gabonaise face au président Léomba, avec Jean-Hilaire Obama en figure de proue, alors réputé proche des États-Unis. Mais dans le même temps, la conquête du pouvoir d'État par Albert Bernard Bongo aggrava le mécontentement des Gabonais aspirant à plus de démocratie et à une souveraineté nationale avérée sous l'impulsion de dirigeants de leur choix. En effet, le 28 septembre 1958 déjà, ils avaient voté non lors du référendum gaulliste et en février 1960, mal vécu le refus opposé par Léomba de voir les Gabonais rentrer de plein pied dans les principes fondamentaux des droits de l'homme. Les grands principes qui sont ceux des démocraties riches et de haute civilisation doivent être pensés en fonction des besoins spécifiques de la nation gabonaise, déclarait alors le premier président gabonais. Les principes ainsi compris, consacrés 12 années plus tôt à Paris par la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'UNESCO, figuraient en bonne place au préambule de la constitution de l'État républicain gabonais d'une part, et d'autre part, la France républicaine, la patrie des droits de l'homme et du citoyen, se préparait à introniser le nouvel État indépendant à l'ONU comme membre à part entière de la communauté internationale. Chacun connaît les dispositions de la dite charte fondatrice que rejetait ainsi le père fondateur de la République gabonaise. Illogique? On serait tenté de le penser, mais chut! En Afrique, la démocratie, plus encore que dans les années 80 de notre temps, était considérée comme un luxe pour les Africains en général, les Gabonais en particulier. Mais de notre père fondateur, Léomba Minko, il y a mieux à retenir au-delà de la boutade. Le vieux fut l'un des tout premiers militants du Rassemblement démocratique africain, RDA, de tendance communiste. Confronté au contexte de la guerre froide et influencé lourdement par les Français du Gabon, dont les forestiers, qui contribuèrent au financement de sa carrière, Léomba avait viré de bord, à l'image de son camarade Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, devenu ministre de la 4e République à Paris. Au sommet de la phase réactionnaire de sa carrière politique, profondément fasciné par la personnalité du général de Gaulle, comme personne ne le fut jamais en Afrique, Léomba trouvait désormais incompatibles les libertés fondamentales, la démocratie et le développement économique et social du Gabon. Aussi proclamait-il à qui voulait l'entendre que les besoins à satisfaire pour le Gabon étaient le travail, l'unité et la discipline pour le bien de la collectivité. Dans la pratique, Léomba, qui avait réduit le nombre de députés à l'Assemblée nationale, souhaitait aussi limiter la vie politique gabonaise à son parti, le Bloc démocratique gabonais, BDG, pour doter le Gabon d'un exécutif autoritaire et par conséquent sous forme d'un parti-État. Il était inspiré par la pratique de nombreux autres États africains qui, du Congo-Brazzaville à la Mauritanie, en passant par la Centrafrique, le Tchad, la Guinée, le Mali, le Soudan et la Côte d'Ivoire, avaient été dotés de tels régimes entre 1963 et 1965, naturellement sous les injonctions de l'ex-métropole coloniale ou officieusement par les France-Africains. Et c'est en toute clarté que le père fondateur de la République gabonaise, alors mentor officiel et prédécesseur d'Albert Bernard Bongo, déclarera ses intentions de se débarrasser de l'opposition gabonaise aux journalistes de l'émission de l'ORTF 5 colonnes à la une citée précédemment. Les héritiers politiques de Léomba Minko, dans l'opposition gabonaise comme dans la mouvance bongoïste, semblent voir dans l'attitude de notre premier président de la République
la marque de sa grande clairvoyance. Il est possible d'en discuter. Qu'il me soit permis pour le moment d'y voir au contraire la confirmation de l'autoritarisme qui prédomina la vision léonienne du pouvoir. N'hésitant pas à corrompre des députés de l'opposition pour se ménager une majorité de gouvernement, alors même que les Gabonais le lui refusaient par les urnes, Léomba manipulait avec brio la loi fondamentale pour faire unité nationale. Toutes ces manœuvres visaient un unique objectif: établir les conditions d'un exécutif toujours plus fort. De ce fait, il achemina le Gabon vers le présidentialisme autoritaire qui finit par le discréditer aux yeux de nombreux démocrates gabonais, dont des étudiants qui avaient le don de l'agacer particulièrement. Il eut justement beaucoup de mal à se concilier la jeunesse estudiantine. Il n'y parvint que partiellement, en suscitant la création de la jeunesse du Méocam au Gabon, après avoir entrepris, avec l'aide des autorités de l'ambassade du Gabon à Paris, le débauchage de militants de l'Association générale des étudiants du Gabon, AGEG, à leur section territoriale de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, FEANF, qui militait alors pour la lutte anticoloniale, l'indépendance réelle et la démocratie en Afrique. De cette époque date la pratique des sanctions au sein de l'AGEG, à l'occasion de congrès où les attitudes jugées opportunistes ou entristes faisaient l'objet d'exclusion de l'AGEG et annoncées comme telles à la communauté estudiantine gabonaise et africaine. Et parmi les intéressés, certains sont encore vivants de nos jours et, comme de bien entendu, dans les rangs du parti majoritaire pour le plus grand nombre de ces derniers. Il ne fait donc pas de doute que, si la maladie ne l'avait emporté, Léomba aurait été l'instaurateur au Gabon d'un régime de parti-État. Toujours est-il que sa dérive droitière, inexorable, ainsi que ses desseins recevront la forme achevée du parti-État dès le début du mandat présidentiel d'Albert Bernard Bongo. Devenu grand camarade, secrétaire général fondateur du Parti démocratique gabonais, guide de la nation, l'ancien vice-président de Léomba ne feront donc que confirmer sa dévotion à la pensée de son ami Léomba Minko, en interdisant tous les partis et en leur substituant l'unique parti démocratique gabonais PDG le 12 mars 1968. Hitler n'avait pas fait mieux au début des années 30, 1933, en Allemagne pour s'imposer comme Führer guide. Ainsi, le parti-État africain, conçu en Occident comme le moyen par excellence de fonder l'intégration nationale, en lieu et place de la démocratie, malgré l'inspiration nazie et ou est-européen revendiqué comme tel par Omar Bongo, renforcé dans ses structures et son fonctionnement par les anciens de la FEANF et de la GEG, devenus permanents théoriciens du PDG, députés et ou membres du gouvernement, le parti-État africain, disais-je, rentré au Gabon par la superstructure étatique. Il en sera de même du multipartisme en 1990. Historiquement, il serait plus juste de parler de rétablissement du multipartisme au Gabon dans les conditions de la conférence nationale de mars-avril 1990. Entrée par la superstructure étatique, disais-je, mais aussi impréparation, improvisation des opposants et encore plus de leurs militants de base et autres organisations à caractère politique, à peine établies idéologiquement et du point de vue des convictions politiques qu'il aura fallu restructurer pour une meilleure viabilité
pour l'action commune. Opportunisme et surenchère de leaders réputés opposants, prêts à tourner du côté où soufflait le vent du moment, alors même que les Gabonais savaient qui les avait fait rois, en leur donnant les moyens de quitter leur exil parisien pour rejoindre le Gabon. Autant de raisons de la faiblesse de la démocratie instaurée au Gabon alors, rarement mise en évidence par les chefs de file de l'opposition, sauf en privé et pour cause. Il était de bon ton de valider la thèse d'avoir arraché le multipartisme à la conférence nationale contre la volonté d'Omar Bongo. Il n'y a donc pas de hasard, à mes yeux, au fait que le clan bongoïste en ait eu le contrôle aisé des conditions de la mise en œuvre du dit multipartisme et qu'il se soit par la suite organisé pour en dénaturer la portée. Toujours est-il que, tropicalisé, le parti-État gabonais servait la stabilité, souhait de Léomba et donc d'Albert Bernard Bongo, en même temps que de caution et d'assurance aux investisseurs invités ou enthousiasmés par le nouvel Eldorado de l'Afrique noire que vantaient, après la Côte d'Ivoire, les théoriciens du régime par des publi-reportages onéreux dans les médias internationaux dont Paris Match, Le Monde, Jeune Afrique et autres marchés tropicaux et méditerranéens. Rien de tout cela n'a changé depuis 1990 quand au fond, Omar Bongo Ondimba n'a jamais accepté le multipartisme de gaieté de cœur. Il y fut contraint à Paris et par Paris en échange de soutien au Club de Londres pour les facilités de paiement au pays subsaharien d'Afrique le plus riche, qu'apparaissait être le Gabon. En revanche, la contestation de l'autoritarisme maléonien s'est renouvelée dans la lutte contre le monopartisme d'abord, puis la contestation du multipartisme bongoïste. La conséquence en a été, au fil du temps, la définition et l'organisation des conditions d'une remise en cause durable du caractère de l'État hérité du passé pour lui substituer la démocratie. Remettre en cause le bongoïsme revient donc à porter un regard critique sur les fondamentaux ayant dominé la construction du Gabon depuis 1960. La distinction Léomba Minko, Omar Bongo, Ali Bongo est sans doute séduisante. Elle est malheureusement inexacte du point de vue de la longue durée et donc inopérante à fonder une alternative durable, crédible et structurante pour le Gabon et le peuple gabonais, à moins de se complaire dans les échecs électoraux. Et surtout, les démocrates devront repenser leurs attitudes individuelles et collectives pour définir et mettre en œuvre des stratégies et des tactiques imparables pour les majorités et exécutives antidémocratiques. Au nombre de ces dernières se trouvent les modalités pour parer à la fraude électorale et expliquer les échecs électoraux. L'argument est désormais surfait. Il doit être rapidement dépassé. Dès le lendemain des législatives d'octobre-septembre 1990, des personnalités de la majorité bongoïste, dont Éloi Chambrier, et de l'opposition ont exprimé leur accord pour montrer que cette gymnastique était le fait des deux camps. Lors de la négociation des accords de Paris, avril-octobre 1994, les représentants de l'opposition HCR, dont Maître Aronjo Okawe, et de l'exécutif et sa majorité, avaient enfoncé le clou, même si le HCR avait fait prévaloir que la fraude avait été plus importante du côté du pouvoir. Aujourd'hui, Ali Bongo Iboubou a beau jeu d'affirmer qu'en Afrique, tous les scrutins sont contestés. Si les esprits étaient suffisamment calmes et réellement portés par la volonté d'agir pour le Gabon et le peuple gabonais, il y aurait beaucoup à redire sur les conditions ayant produit en 2009 les victoires simultanées de Pierre Mamboundou, d'Ali Bongo et Mba Obama. La chronologie valant son pesant d'or en la matière. Que nos aïeux pantophones
et en protection les âmes des dignes fils de la patrie, cités pour les besoins du récit. Autrement dit, la politique n'est pas un jeu de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Les démocrates sincères devraient rechercher la rupture avec le passé antidémocratique pour inventer les conditions de la promotion du plus grand nombre. Là se trouve le fondement de la démocratie exprimé par le principe de « un homme, une voix ». Le « one man, one vote » repris et appliqué avec succès par les Azaniens. Définition. L'esprit des bongoïques. Nonobstant l'écrasement des velléités d'opposition par le parti État, la géopolitique bongoïste clientéliste, l'assimilation des faits d'opposition à une cinquième colonne de l'URSS opérant dans le pays, argument alors décisif pour décourager les mécontentements, la corruption érigée en mode de gouvernement, la répression, les emprisonnements arbitraires, la fraude électorale, l'agitation de complots imaginaires et les assassinats, tous actes délictueux d'un pouvoir dictatorial, souvent camouflés derrière des accidents ou des disparitions restées mystérieuses. L'expérience a montré à l'exécutif gabonais, à ses amis barbouzes et à ses majorités de commandes successives qu'il y aura sans doute des Gabonaises et des Gabonais pour accorder du crédit au pouvoir bongoïste, par adhésion ou par compromission, mais que d'autres, en nombre sans cesse croissant, s'insurgeront contre tout gouvernement dont le projet apparaîtrait à l'analyse comme une tentative de marginaliser l'action consciente du plus grand nombre ou de le soumettre par l'embrigadement idéologique. Là réside l'esprit des bongoïques. Je donne à celui-ci la forme dont je suis capable ici et maintenant, en produisant des écrits jaillis de mon sentiment d'indignation contre le sort fait au Gabon et au peuple gabonais. Mais que l'on ne s'y trompe pas. Comme tout ce qui prend une place dans les publications Le Compatriote, sous ma plume notamment, les bongoïques s'entendent du point de vue de la longue durée. Ils transcendent les contingences que sont les partis, dans leur état actuel de composition hétéroclite et spontanéiste et particulaire, intéressés par le pouvoir pour le pouvoir ou pour un appel du pied au pouvoir établi, sans lien avec les réalités de la vie du plus grand nombre de nos compatriotes. Le sens du néologisme. C'est pourquoi le néologisme bongoïque, à l'image des philippiques, sert à désigner, outre les textes rassemblés sur cette chaîne, et par la suite, sans préjuger la postérité de ce terme, toute forme d'expression critique à laquelle seraient exposés des gouvernants dont la légitimité à la tête de l'État africain, à l'image du bongoïsme au Gabon, apparaîtrait douteuse en dernière analyse, c'est-à-dire non justifiée par la transparence politique, la solidarité, la démocratie, la justice sociale et la paix civile, sanctionnées par le vote de la population recensée et organisée en vue de l'exercice du suffrage universel direct. Autrement dit, les bongoïques sont nés de l'incurie du pouvoir instauré au Gabon depuis 1968, héritier de l'autoritarisme léonien. Cette expression survivra au fondateur du parti État gabonais, Omar Bongo Ondimba, et au multipartisme bongoïste, caractérisé par la personnalisation de l'État, nourri par le tripatouillage de la loi fondamentale, la corruption des élites et l'achat des consciences comme moyen de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Par mimétisme de situation,
les bongoïques feront entendre la solidarité de tout humain sensible à la cause des nations et des peuples en urgence de démocratie, de transparence politique et de justice sociale. Chaque fois qu'un Gabonais ou un démocrate voudra dire « faut que ça change dans son pays », il lui suffira, pour être compris, d'énoncer le néologisme bongoïque. Chacun l'aura compris. J'utilise les raccourcis de la parole poétique pour faire court là où des volumes en papier Bible ne suffiraient pas à rendre compte de l'essentiel. J'adapte mes réactions aux moyens d'édition et de publication mobilisables ici et maintenant. Le net en est un. Il me vient aussi la fantaisie de jouer avec les mots pour faire peur aux dictateurs. Ainsi, aimé à s'employer Sonny Laboutansi, ce véritable artiste des mots, décédé en janvier 1994 dans les geôles du pouvoir de Brazzaville sous le régime de Lissouba. Ce que j'extériorise ici, nul autre que moi, individu ou groupe, n'est en mesure de le restituer avec la précision approchée du sentiment qui me positionne décidément hors champ des bongoïstes anciens et nouveaux, qu'ils se réclament de la mouvance d'Ali Ben Bongo Ondimba ou de l'opposition actuelle. Sur ce belvédère inaccessible aux combinaisons douteuses et scabreuses, je donne libre cours à ma citoyenneté démocratique. Je m'entraîne à l'image du sportif désireux de garder la condition physique et mentale à rester à l'écoute du Gabon et du peuple gabonais. En l'occurrence, je me saisis des expressions et autres symboles pour surmonter la tentation d'indifférence politique quant au devenir et à l'avenir du Gabon et du peuple gabonais. Tableau de bord. Certains textes retenus ici ont déjà été publiés dans l'ancienne formule de la revue du Gabon pluraliste ou dans le mensuel Le Compatriote. D'autres sont à découvrir. L'idée de revenir sur la première catégorie permettra aux internautes de faire le lien avec mes prises de positions antérieures à cette mise à jour sur le Gabon et le peuple gabonais. Mes compatriotes, dont certains s'interrogent toujours sur les raisons qui me font agir, trouveront des réponses sans doute plus précises à leurs questions. Qu'ils soient en vers alternés pour trahir mon secret espoir de voir jouer l'alternance au Gabon, en vers libres pour dire ma joie de voir des Gabonais redécouvrir la liberté d'expression malgré les embûches imposées par le système bongoïste, qu'il met la prose et le vers pour donner toute la dimension à l'extériorisation de mon indignation. Les bongoïques sont une invite à la réflexion, à la mémoire. Réflexion sur la place de l'intellectuel gabonais dans le pluralisme aujourd'hui et dans la construction d'une société démocratique résolument tournée vers la paix civile et l'unité nationale. Encore quelques mots. Y a-t-il une Gabonaise ou un Gabonais sincère aujourd'hui pour affirmer, les yeux ouverts et la tête haute, que l'État gabonais actuel est en rupture avec le parti-État bongoïste dans son fonctionnement, ou pour soutenir que les bongoïstes ne doivent pas leur monopole aux acquis de tout genre engrangés du temps du parti-État, ou encore pour constater que les leaders de l'opposition gabonaise ont eu, de près ou de loin, à prêter main forte à Omar Bongo pour organiser les conditions du renforcement de la famille qui gouverne le Gabon et dont les anciens ministres et premiers ministres continuent à récolter les bénéfices au travers des retraites dorées que leur reconnaît le pouvoir d'Ali Bongo, leur frère en Omar Bongo Ondimba. Enfin, y a-t-il au Gabon des compatriotes à nier la présence de démocrates dont la voix se trouve encombrée par les bongoïstes se recyclant dans l'opposition et dont la réponse à la situation au Gabon est structurante
pour la société gabonaise en vue d'une alternance crédible et durable, parce que fondée sur la paix civile et l'unité nationale. Puissent donc les Bongoïques, aujourd'hui et demain, contribuer à créer les conditions de l'acceptation de la démocratie au Gabon, toute la démocratie, à y faire naître et renforcer la volonté de conquérir le pouvoir d'État dans le respect des personnes, avec le souci majeur de préserver la paix civile et l'unité nationale. La confusion, février 1964, en est une leçon, n'a jamais été profitable au plus grand nombre. Épilogue. En prenant position sur la situation au Gabon, dans les formes et le fond à redécouvrir, je n'ai pas souhaité tracer une ligne politique en vue d'un mandat électif ou à rechercher quelque place au soleil du bongoïsme. Je fais mieux. Dans le contexte de notre pays où de nombreux diplômés n'osent s'exprimer qu'en panégyristes du pouvoir, ou se promouvoir afin de mériter un leadership, cette ambition vaut ce qu'elle vaut, ou en s'auto-censurant avec l'insigne objectif de vivre caché pour vivre heureux. J'exprime mon point de vue de citoyen ordinaire, à la veille d'une échéance politique dont Omar Bongo disait qu'elle n'était pas organisée pour être perdue. Autant dire, par là même, que je tourne le dos à l'autorité, dérisoire à mes yeux, des gouvernants de notre pays, actuels ou à venir, que la démocratie, la transparence politique, la justice sociale et la paix civile n'enfantent et n'inspirent pas. Jérôme Mikal Mimikal Kumbo Amidi Bakou.